Bonsoir à tous. Comme vous le savez, récemment, c'était cette fameuse grande cérémonie du 14 juillet qu'on a le droit tous les ans, officiellement d'ailleurs présentée comme une célébration de la liberté. Je vais encore évidemment me poser cette question tous les ans. Pendant combien de temps finalement? Parce que à quel moment ça célèbre la liberté véritablement? Ça nous est montré aussi comme l'idée de souveraineté populaire, la fin de l'arbitraire monarchique. Pourtant, quand on regarde bien, la forme contemporaine de cette fête nationale produit une image assez différente, puisqu'il s'agit en réalité d'un pouvoir politique qui se met lui-même en scène, qui fait défiler ses soldats, ses blindés, ses avions, ainsi que ses représentants. Tandis que le reste de la population, les lambda, les gueux, sont invités à regarder et à contempler la puissance d'un appareil qu'elle finance sans pour autant avoir ne serait-ce qu'une infime décision, et se placer derrière des barrières, puisque le paradoxe est particulièrement visible quand on compare cette cérémonie avec ce qu'elle prétend commémorer, puisque le 14 juillet 1789, les Parisiens, ils se réunissent pas pour admirer les armes du pouvoir. Au contraire, ils prennent des armes aux invalides, se dirigent vers la Bastille pour y récupérer de la poudre. Et donc 2 siècles plus tard, le peuple ne saisit plus les armes, il les regarde défiler sous le contrôle de ceux qui les détiennent. Et donc cette année, l'absurdité symbolique est allée un peu plus loin encore, puisque l'accès à certaines zones du défilé était conditionné à une inscription préalable à la présentation de ce fameux laissez-passer que l'on a vraiment commencé à subir les affres depuis la période Covid. C'est ce fameux QR code nominatif avec un contrôle d'identité. Et donc le dispositif a d'abord été imposé, ça a été suspendu par le tribunal administratif de Paris, mais au final ça a été rétabli dans la nuit par le Conseil d'État, je crois 2-3 heures avant le début de la cérémonie. Et je pense que c'est un thème, ou du moins une actualité à ne pas négliger à cet épisode de cette année du 14 juillet. Et je trouve que l'utilisation à outrance de ce nouveau gadget de QR code révèle assez parfaitement la logique administrative contemporaine, puisque pour célébrer le jour où une foule a forcé l'entrée d'une forteresse d'État, le citoyen devait demander à l'État l'autorisation numérique d'accéder à une avenue dite publique. Donc voilà, c'est là, dans ce genre de moment, qu'on se rend compte que l'histoire ne manque parfois ni d'ironie ni de sens de la mise en scène. La justification qui était avancée, c'est toujours la même, c'est comme toujours la sécurité, du fait de la présence de nombreux chefs d'État, d'un risque d'attaque terreau, et l'importance donc du rassemblement qui constituait, selon eux, des raisons réelles de renforcer les contrôles. Alors que depuis le début, il y a la présence de nombreux chefs d'État, il y a des risques terreau et un rassemblement qui mérite des contrôles. Mais visiblement plus cette année. Voilà. Pourquoi, je sais pas, mais voilà, QR code, voilà. Donc, l'idée, ou du moins la question qu'il faut se poser, c'est surtout de comprendre le changement de principe qui s'opère lorsqu'un contrôle matériel devient une autorisation préalable. Puisque inspecter un sac, ça consiste à vérifier qu'une personne ne transporte rien de dangereux. Alors que là, exiger une inscription nominative signifie que la personne doit d'abord être reconnue, enregistrée et autorisée. Donc dans le premier cas, on a l'idée de liberté de circulation qui demeure le principe, même si elle fait l'objet d'un contrôle ponctuel, et dans le second, c'est l'accès qui devient une permission administrative. Qu'importe qu'il y ait quelque chose dans le sac ou même pas de sac en fait. Et donc le problème, il n'est pas uniquement technique, il est avant tout philosophique, puisqu'un individu pacifique n'entre plus dans l'espace public parce qu'il est libre d'y entrer, mais parce qu'un système l'a validé. Et ce mécanisme ne constitue pas nécessairement tout de suite cette idée de totalitarisme massif, mais c'est le début déjà on est déjà dans quelque chose dans l'idée du totalitarisme. Alors certes, ça paraît pas spectaculaire, mais je crois véritablement que l'histoire nous a montré finalement que les totalitarismes ne sont pas spectaculaires. Ils le sont à terme, mais sur
la manière dont ils évoluent, c'est toujours petit à petit, c'est toujours en douceur, on le voit à peine, on accepte la phalange, puis la deuxième, la troisième, la main, l'avant-bras, le bras, l'épaule, puis on finit par la voir dans le derrière, quoi. Donc ça participe à une inversion progressive de l'idée de liberté, quoi. C'est-à-dire que le citoyen ne demande plus à l'État de justifier l'interdiction, c'est lui qui doit en fait justifier sa présence, quoi. C'est quelque part, c'est compliqué. Et cette affaire de QR code reste encore une fois, je trouve secondaire par rapport à la question fondamentale, c'est que célèbre-t-on réellement le 14 juillet finalement, parce que la fête nationale, elle a été instituée en 1880 sous la Troisième République, et c'est la loi qui a adopté le 14 juillet comme fête nationale annuelle, mais elle précise pas l'année commémorée réellement, et en fait c'est cette ambiguïté qui permet d'associer deux événements très différents, puisque nous avons eu deux 14 juillet. Il faut le rappeler, le premier, c'est 1789, c'est le jour de la prise de la Bastille, où il y a eu une insurrection violente contre la forteresse royale de la part, on dit du tiers-état, mais majoritairement c'était quand même issu de la bourgeoisie, de la franc-maçonnerie. Et le second, c'est le 14 juillet 1790, le jour de la fête de la Fédération, qui est une cérémonie beaucoup plus consensuelle, je dirais, au cours de laquelle la nation, la loi, le roi sont publiquement associés. Donc on a une double référence qui est assez politiquement habile, puisque les républicains radicaux peuvent célébrer la chute de la Bastille, tandis que les modérés peuvent mettre en avant une cérémonie d'unité nationale qui est encore compatible avec l'idée de monarchie constitutionnelle. Et la date, en fait, elle permet de concilier la mémoire de l'insurrection avec le besoin d'ordre institutionnel. Et donc, la fête nationale n'est pas seulement le souvenir spontané d'un événement historique, c'est la construction politique, en fait, ou du moins c'est une construction politique élaborée un siècle après la Révolution pour renforcer, encore une fois, la légitimité du régime républicain et réconcilier l'armée avec la nation et le pouvoir civil. Et donc le défilé militaire lui-même, il ne constitue pas une continuation directe de l'emprise de la Bastille, il appartient surtout à la tradition politique de la Troisième République, désireuse donc de reconstruire le prestige national après la défaite de 1870. Et donc la République, elle récupère en fait une journée de soulèvement contre l'autorité pour en faire une cérémonie solennelle d'adhésion à la nouvelle autorité, en fait, tout simplement. Et c'est là un mécanisme classique finalement du pouvoir politique, puisque l'État adore commémorer les anciennes révoltes, à condition qu'elles soient évidemment terminées depuis suffisamment longtemps pour ne représenter absolument aucun danger. Et donc les révolutionnaires morts finalement sont transformés en héros officiels, en statues, en noms de rue, en figures scolaires. Donc leur action est célébrée, mais leur exemple est plutôt neutralisé. On honore finalement ceux qui ont résisté à l'oppression d'hier, tout en refusant généralement que l'individu contemporain puisse décider par lui-même de ce qui constitue une oppression légitime à combattre. Et il faut également revenir sur ce qui s'est réellement passé à la Bastille, parce que le récit populaire, il simplifie considérablement l'événement. La France de 1789, il faut savoir qu'elle traverse une crise politique, financière, alimentaire majeure. On a la monarchie qui est profondément endettée, avec un système fiscal complètement inégal et inefficace. Plusieurs privilèges de certains ordres, d'ailleurs, rendent les réformes extrêmement difficiles. On a une hausse du prix du pain qui alimente la colère populaire, tandis que la convocation finalement des États généraux ouvre une crise de souveraineté. Et donc on a le tiers-État qui se proclame Assemblée nationale avec le serment du jeu de paume qui remet en cause l'autorité absolue du roi. Et on a à Paris le renvoi de Necker et la présence des troupes autour de la capitale qui font craindre une intervention militaire contre l'Assemblée et la population. Et donc le 14 juillet, les Parisiens cherchent à s'armer. Ils se rendent d'abord aux Invalides où ils récupèrent des dizaines de milliers de fusils ainsi que plusieurs canons. Ils n'ont pas assez de poudre et ils décident d'aller à la Bastille où se trouve finalement une réserve importante de poudre. Et donc on a cette foule de Parisiens qui se rend à la Bastille, où se trouvait évidemment une énorme forteresse avec une prison, etc. Et historiquement, la foule s'est dirigée vers la forteresse pour obtenir la poudre nécessaire aux armes qui ont été saisies aux Invalides. De base, c'est pas pour libérer les prisonniers politiques.
En réalité, on nous sort à chaque fois que les membres du tiers-État sont entrés dans la Bastille pour libérer je ne sais combien de prisonniers, etc. En réalité, la Bastille, elle contient que 7 détenus. Comment dirais-je, on a plusieurs chiffres qui sont souvent utilisés pour présenter l'événement comme quelque chose d'absolument grandiose, etc. En réalité, c'est utiliser une rhétorique assez simpliste et plutôt mensongère. Encore une fois, la Bastille, ils étaient que 7 détenus. Et la valeur de la Bastille telle qu'on a voulu nous la transmettre est symbolique. C'est-à-dire qu'elle représente l'arbitraire royal et le pouvoir d'enfermer un individu sans les garanties judiciaires modernes. Donc la prise de la Bastille, on est loin de cette idée de la grande libération humanitaire que l'on nous raconte depuis des années dans les récits scolaires. C'est une opération militaire en fait, accompagnée d'une insurrection dite populaire, mais qui en réalité venait surtout de la grande bourgeoisie parisienne et de la franc-maçonnerie, et l'idée de destruction d'un symbole politique dépassé, voilà, qui est la monarchie. Évidemment, les combats sont violents, on a plus d'une centaine d'assaillants qui sont tués, on a le gouverneur qui s'appelait Bernard-René de Launay qui capitule après plusieurs heures. Il est lynché et décapité, et sa tête est promenée au bout d'une pique dans pas mal de rues. Et on a le prévôt des marchands également, Jacques de Flesselles, qui est également assassiné. Donc la violence est généralement atténuée dans les représentations officielles parce qu'elle s'accorde mal avec l'image d'un peuple abstraitement uni autour des droits de l'homme. Voilà. Ça a été un massacre épouvantable, et la révolution réelle, en tout cas, ne ressemble absolument pas à une cérémonie morale soigneusement organisée. C'est plutôt extrêmement confus, brutal, et traversé par beaucoup d'intérêts qui diffèrent les uns des autres, avec beaucoup d'intérêts différents finalement. Par exemple, pour faire très simple, nous avons les bourgeois parisiens qui veulent constituer une milice et faire du maintien de l'ordre. On a ce qu'on appelle tiers-état, mais les classes populaires qui, elles, réclament du pain et craignent évidemment une répression. Nous avons les députés qui veulent défendre l'Assemblée, on a certains qui espèrent l'arrivée d'une monarchie constitutionnelle, et d'autres qui souhaitent une transformation beaucoup plus radicale. Et donc, encore une fois, cette idée de dire que c'est uniquement une révolution populaire du tiers-État contre la monarchie en libérant des prisonniers politiques, c'est une connerie. C'est-à-dire que la révolution, c'est absolument pas le produit d'une seule classe, ni d'une seule organisation, ou d'un programme parfaitement coordonné. Ça résulte finalement de la rencontre entre la faillite de l'État royal, une crise économique avec une colère populaire, une ambition politique et la circulation d'idées nouvelles accompagnées par l'effondrement de la confiance dans les institutions globalement royales. Et c'est dans ce contexte qu'il faut aborder la question de la franc-maçonnerie. Elle a eu une influence énorme puisque les loges maçonniques constituent au XVIIIe siècle des lieux extrêmement importants de sociabilité, de discussion et circulation des idées, avec des nobles, des bourgeois, des militaires, accompagnés également de beaucoup d'ecclésiastiques, des hommes de lettres et de ce qu'on appelait les administrateurs. Et toutes ces loges ont contribué à diffuser certains thèmes associés aux Lumières, la raison, la tolérance, la fraternité, l'égalité entre initiés et l'idée du progrès moral de l'humanité. Mais elles ont créé également des réseaux entre des individus issus de milieux différents. On a plusieurs figures de la période révolutionnaire qui ont fréquenté les loges. Et certains symboles ou même certains langages politiques de la Révolution peuvent être rapprochés de la culture maçonnique. Encore une fois, les loges, pareil, même chose, elles ne constituent pas un parti politique homogène. C'est-à-dire qu'on a des loges monarchistes, on a des loges avec des réformateurs modérés, des futurs révolutionnaires, des hommes qui deviendront des adversaires ensuite de la Révolution. Et la franc-maçonnerie elle-même, au travers de ces différentes loges, sera même profondément divisée, désorganisée, une fois que le processus révolutionnaire
va se radicaliser. Et c'est là qu'il est intéressant de s'intéresser au point de vue ANCAP. Et ce point de vue ANCAP, on peut l'avoir quand on se pose des questions après la chute de la Bastille, justement, puisque la Révolution française comment dirais-je, a permis quelque part au départ, ou du moins c'est pour cette raison-là qu'elle a été initiée, c'est-à-dire l'abolition de privilèges, l'égalité devant la loi, la liberté d'opinion, la propriété comme droit fondamental, etc., avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec la liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression, voilà. Mais cette même déclaration affirme que la souveraineté réside dans la nation, que la loi exprime la volonté générale et qu'une contribution commune est indispensable au financement de l'administration et de la force publique. Et donc toute la contradiction de l'État moderne se trouve déjà présente en fait dans ces principes et dans cette déclaration des droits de l'homme qui ne sont absolument pas libérales. Jamais. À aucun moment. Nous avons donc dans cette idée la propriété qui est déclarée inviolable. Bon, à l'heure actuelle, on se rend compte que personne n'est propriétaire de rien, et finalement même pas de son corps ni de sa vie, parce que en période de guerre, vous êtes sommé d'aller vous battre pour des idées complètement abstraites de nation, de je ne sais quoi, pour la patrie, le drapeau, enfin, voilà quoi. Et puis même sur un aspect financier, même chose, vous n'êtes pas propriétaire puisque l'argent que vous gagnez issu de votre productivité professionnelle dans le travail est ponctionné en partie. Votre logement, même chose, puisque vous avez besoin d'avoir des autorisations pour ne serait-ce que faire des travaux, pour léguer votre maison, votre appartement. Une partie de l'héritage est ponctionnée, et puis en dehors de ça, si jamais quelqu'un vient chez vous, eh bien il y a des règles à respecter, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que quand un cambrioleur vient chez vous, vous avez tout intérêt à vous laisser faire et porter plainte après coup, en espérant évidemment qu'il ne se passera rien contre vous de manière physique, en espérant croiser les doigts, voilà, parce que la légitime défense c'est très compliqué. Donc en fait on se rend compte qu'il n'y a aucune propriété privée, et donc quand ils disent que la propriété est déclarée inviolable, c'est un énorme mensonge puisque l'État passe son temps à violer la propriété des autres. On a la liberté qui est proclamée, mais en réalité elle reste limitée par tout ce qui se réfère à des décisions prises au nom de la volonté générale et de l'intérêt général, voilà, qui reste assez abstrait également. La résistance à l'oppression est reconnue dans le texte, mais l'État, on le sait, se réserve en pratique le pouvoir de définir ce qui constitue une résistance légitime ou une infraction, c'est lui qui décide. Et donc, dans ces nombreuses pensées, ces contradictions, etc., sont finalement devenues un symbole de représentation politique. Et quelque part, ouais, l'impôt il serait consenti parce que les citoyens élisent des représentants chargés de le voter. Et donc pour la pensée ANCAP, le problème il est absolument entier parce que le consentement collectif, à aucun moment il ne remplace le consentement individuel, c'est-à-dire une personne n'a pas réellement consenti à une décision simplement parce qu'une majorité ou un représentant a décidé en son nom. Et puis il est important également de rajouter que la Révolution n'a absolument pas supprimé la souveraineté, elle l'a transférée. C'est-à-dire que sous l'Ancien Régime, le pouvoir affirme gouverner au nom du roi et de Dieu. Et après la Révolution, il gouverne au nom de la nation, au nom du peuple, de l'intérêt général et de la sécurité. Et la source finalement officielle de la légitimité, elle change, mais le principe de contrainte demeure. C'est-à-dire que la République possède même un avantage idéologique considérable sur la monarchie, dans ce sens où elle prétend être l'expression du peuple lui-même. Et lorsque l'État impose une décision, il peut ainsi présenter cette décision comme l'impression, ou plutôt l'expression de la volonté de ceux qui la subissent. Et donc l'État taxe, mais affirme que c'est de la contribution. L'État dépense, mais il affirme que nous investissons dans un ensemble de corps pour l'avenir. L'État interdit, mais il affirme que c'est pour nous protéger, donc au travers de lui, nous nous protégeons. Nous avons l'État qui impose une autorisation préalable. Pardon.
Et il affirme finalement qu'il organise simplement un accès sécurisé. Et donc la contrainte, elle disparaît pas, elle est transformée en volonté collective abstraite. Et donc le 14 juillet, il résume parfaitement cette évolution. C'est-à-dire qu'en 1789, on a une population qui ne fait plus confiance au pouvoir et qui cherche à s'armer finalement. Et en 1880, on a un nouveau régime qui transforme cette insurrection en fête nationale. Et en 2026, on a la population qui est invitée à présenter un QR code pour observer le défilé militaire organisé par l'État. Donc la prise de la Bastille, elle demeure finalement un événement majeur de l'histoire, mais son héritage, il ne peut pas être réduit au récit selon lequel l'individu aurait définitivement été libéré par l'avènement de la République. C'est une connerie monumentale. Alors la monarchie absolue, elle a disparu, mais tous les privilèges liés à la naissance, ils ont été abolis. Il y a des libertés qui ont été proclamées. Mais ce qu'on remarque, c'est surtout que l'appareil politique, il n'a jamais cessé d'exister. Il s'est modernisé, centralisé avec le jacobinisme, et s'est doté d'une légitimité nouvelle. Donc finalement, rien n'a vraiment changé. La véritable leçon du 14 juillet, c'est pas qu'il faudrait regretter l'ancien régime, ni nier les progrès de 1789, ou certains progrès de 1789, ça consiste à comprendre que remplacer une forme de souveraineté par une autre ne suffit absolument pas à garantir la liberté individuelle. C'est-à-dire que remplacer le roi par la nation, ça ne supprime absolument pas la contrainte. Remplacer le droit divin par la volonté générale cette idée de volonté générale, elle crée pas le consentement, absolument, puisque on ne demande pas l'aval, évidemment, des différents individus, puisqu'ils sont vus comme collectifs, comme nombre. Remplacer une autorisation en papier par un QR code, ça transforme pas une permission en liberté. Donc certes, la Bastille est tombée, mais le principe selon lequel une autorité peut surveiller, taxer, interdire, contraindre au nom d'un intérêt supérieur n'a jamais disparu avec elle. Et donc le pouvoir a changé de langage, de symboles et de procédures. Il possède aujourd'hui moins de ponts-levis, quelque part, et davantage de fichiers. Moins de lettres de cachet, davantage d'arrêtés, moins de murailles, mais davantage de périmètres de sécurité. Et il ne se présente plus comme une domination personnelle, mais comme un service rendu à la collectivité. Et donc chaque 14 juillet, il continue de défiler finalement devant ceux qu'il prétend représenter.